Alors, je vais vous expliquer à quoi sert ce tirant. Parce que quand on développe des choses, on aime bien savoir à quoi ça va servir, tout d'abord. C'est mieux. Alors, le contexte, depuis tout le temps, quand on fait des travaux en milieu urbain, quand on a des creusements de tunnels à proximité ou des travaux de pieux ou autres, ou de forage d'une manière générale, on peut être gêné par la présence des armatures métalliques des tirants. Donc il est parfois demandé d'installer des tirants provisoires, mais qui doivent être démontables pour les démonter à la fin du chantier, ou alors on se débrouille avec des solutions de buton. C'est ce qui se fait depuis des années. Donc le cas des armatures métalliques qui obturent les travaux, c'est le cas principal qui nous intéresse, mais on a aussi dans certaines régions du monde des histoires de taxes, c'est-à-dire que quand on laisse une armature métallique dans le sol, sur un terrain avoisinant, on peut être soumis à des taxes d'occupation des sols, des choses comme ça. Donc le problème se pose de plus en plus. Donc les solutions existantes pour pallier à ce genre de problème, c'est soit des butons, soit des tirants démontables. Alors l'un et l'autre fonctionnent plus ou moins. Les butons, ça fonctionne très bien. Par contre, ça pose quand même plusieurs... Il y a des contraintes. La distance entre les parois est limitée, ou alors si elle n'est pas limitée, ça devient vraiment compliqué. Il faut mettre des supports intermédiaires, des choses comme ça. Notamment quand on est en ville, on a le problème de transport des butons à l'aller, au retour, etc. Et surtout, on a un espace de travail dans la fouille qui est complètement encombré par les butons, ce qui pose des problèmes de phasage de chantier pour le génie civil. Ou du moins, si ça ne pose pas de problème, ça amène des contraintes supplémentaires. Et ça rajoute un délai aussi en fin de chantier. Les tirants démontables... il en existe plusieurs types. On n'en a pas vraiment qui soient fiables à 100%. Quand je dis fiable, ils fonctionnent en tant que tirants, mais la démontabilité à 100% des tirants n'est pas avérée sur aucune des solutions. Par contre, là, on a un espace de travail dégagé pour le génie civil, donc ce n'est pas un problème. Par contre, lorsqu'on veut extraire les tirants, c'est au moment où on a fait le génie civil. Là, il faut réintervenir, extraire les tirants. Donc ça donne des opérations qui sont compliquées, donc comme je l'ai dit en plus, qui ne sont pas fiables à 100%, qui sont dangereuses et donc qui coûtent cher en termes de délai et de coût. Donc voilà pour imager les problèmes posés par les butons. Bon, on comprend bien que l'encombrement de la fouille pose des problèmes de phasage. Et les tirants extractibles, voilà, quand on essaye de retirer des câbles, ce que ça peut donner. Voilà, quand on réussit à les retirer. Les retours d'expérience, on arrive à retirer, quand ça se passe bien, 95% des taurons. Quand ça se passe moins bien, on est plus à 80-90. Voilà. Alors l'idée est née d'une combinaison de plusieurs technologies que je vais vous exprimer. En fait, on se disait, il nous faut un espace de travail dégagé, éviter de démonter des choses à la fin du chantier, et donc pourquoi ne pas avoir un tirant que finalement on ne démonte pas. Donc on a l'espace dégagé, le fait d'utiliser une solution tirantée. Par contre, on va laisser les tirants en place, mais sans avoir la contrainte de l'armature métallique dans le terrain qui va gêner pour des travaux ultérieurs. Donc c'est ce fameux tirant qu'on a appelé CGA. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on a un espace de travail dégagé et après l'usage, on n'a pas besoin de les démonter. Alors comment ça fonctionne ? On a eu l'idée d'utiliser de la fibre de verre, parce que la fibre de verre, c'est finalement bien connu en génie civil. Dans les tunnels, on fait des boulons d'ancrage en fibre de verre, ça marche très bien, on sait que n'importe quel engin de creusement peut passer au travers.
C'est utilisé aussi dans les parois moulées pour faire des armatures en fibre de verre sur l'emprise du tunnelier. Donc on s'est dit, la fibre, au moins une fibre composite doit pouvoir fonctionner. Donc la fibre, je rappelle, c'est le matériau composite. On a un liant qui est une résine et des fibres donc, qui peuvent être carbone, fibre d'aramide, fibre de verre. Donc l'avantage, il y a plusieurs avantages, c'est léger, donc on verra plus tard que ça peut être intéressant dans certains cas aussi. C'est découpable et destructible, donc c'est la performance principale qui nous intéresse, et ça résiste à la corrosion. Il n'y a pas de corrosion. Alors le problème principal de la fibre de verre, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir eu l'idée, il y a plein de gens qui ont eu l'idée il y a quelques années, c'est de créer un ancrage mécanique. Donc sceller une fibre de verre, on sait le faire avec les boulons dans les tunnels, les choses comme ça, on sait que ça fonctionne bien. Par contre, venir mettre un ancrage mécanique, venir mettre un vérin pour tirer dessus, jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment bien le faire. Donc, on n'est pas capable de faire les tractions d'épreuve, les mises en tension, et même avoir une tête d'ancrage qui soit dans un encombrement relativement réduit. Donc, on s'est dit, pourquoi en tête, on ne mettrait pas quelque chose qu'on maîtrise bien, un torron de précontrainte, pour aboutir à un système qui est composé... Alors, c'est où le... C'est là, le... Je ne sais pas où c'est. C'est pas grave. C'est sur le côté, là ? Bon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on a la partie qui est au niveau de la tête d'ancrage, qui est du torron de précontrainte, donc dans l'épaisseur de la paroi et jusqu'à l'extérieur, jusqu'à la surlongueur de mise en tension. Tout le reste, c'est de la fibre de verre. Et pour faire la jonction entre les deux, on a un système de couplage qui est issu des technologies de couplage d'armature, de manchonnage d'armature, par manchon filet. Donc c'est un manchon qui est extrudé sur l'armature et qui permet de reprendre les efforts. Donc on fait un manchon extrudé sur l'armature en fibre de verre. D'un côté, il a un filetage. Donc en fait, on a du côté du torron, on a un coupleur qui est serti. Du côté de la fibre de verre, on a également un manchon serti. Et entre les deux, on a une petite tige filetée en classe 12 qui est connue, etc., et qui vient faire la jonction et qui reprend les efforts. Et on est capable de coupler comme ça du torron de la fibre de verre ou deux éléments de fibre de verre ensemble. Et donc, on a choisi un diamètre de fibre de verre qui permette d'avoir approximativement la même résistance que celle du torron. Donc la tête d'ancrage, il n'y a rien de particulier, on en a parlé tout à l'heure. A priori, on fera de la protection type T, et la tête d'ancrage, jusqu'à le tirant, jusqu'à la partie fibre de verre, il est complètement standard. Donc on le maîtrise parfaitement. Avec les deux, je vais y arriver. Voilà, donc le système de couplage qui est breveté. Donc, il a été développé en partenariat avec un de nos partenaires qui fait du manchonnage d'armature et de la fibre de verre, ça tombe bien. Donc, il ressemble à ça. Voilà. Donc, on a un petit manchon ici sur le torron, un manchon un petit peu plus long sur la fibre de verre, ou alors quand on a fibre de verre, on a le même de chaque côté, et les deux sont assemblés par vissage. Donc, il faut une machine qui vient faire l'extrusion. Donc, c'est des mors avec un vérin qui vient écraser la matière. Donc, dans le TA, vous avez posé la question tout à l'heure, quid de la fibre de verre ? Donc, effectivement, on décrit très très bien toutes les armatures en acier, puisqu'elles sont connues et prouvées depuis longtemps, pour la fibre de verre. Donc, il est clairement écrit dans le TA que toute autre armature, le fournisseur ou le fournisseur du système doit faire la preuve de la performance de son système. Bon, c'est le cas. Donc, ce que l'on fait, nous, sur tous les lots en fait, qui sont livrés, on fait des essais statistiques de manchonnage sur le torron et sur la fibre de verre. Alors, la fibre de verre, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de limite élastique. On tire et elle casse. Et elle casse, en général, elle explose.
Donc la fibre qu'on utilise actuellement, elle a un diamètre 19 mm, donc on ne peut pas l'enrouler comme un tirant aujourd'hui. D'accord ? On peut la cintrer, donc on peut la manutentionner et l'introduire dans un trou de forage sans problème. Actuellement, on ne sait pas l'enrouler. Donc l'assemblage, quand on est sur des longueurs un peu importantes, se fait sur chantier. Mais c'est simplement, il n'y a pas d'histoire de graisser, de gainer, etc. On assemble les éléments entre eux pour avoir les longueurs données et on vient gainer simplement la longueur libre. Donc on crée, comme pour les autres tirants, on crée un faisceau de fibres, puisque une fibre prend l'équivalent d'un tauron. Donc on se retrouve avec des 3T15, 4T15, 5T15, etc. Voilà. Donc on a défini une gamme standard qui va jusqu'à 13, parce que ça couvre déjà 99% des besoins. Voilà. Et donc le premier chantier qui a été fait, c'était en 2012 à Doha, les premières recherches qui avaient été faites, avec à l'époque de la fibre de carbone. Donc le diamètre était un peu plus petit, donc on avait des charges nominales, on devait être sur du T13, donc des charges nominales un peu plus basses que le T15 évidemment. Bon, il y a une vidéo, elle passe pas, qui montre sur ce projet la paroi moulée avec les tirants, et on voit le tunnelier qui sort de la paroi moulée. Donc l'armature de la paroi moulée est également en fibre de verre, et on voit le tunnelier qui passe sans aucun problème à travers la paroi, les tirants, etc. Donc il y a une question, je vais apporter la réponse avant que quelqu'un pose la question. Il reste dans le terrain ces petits coupleurs métalliques qui font entre 15 et 20 cm de long, qui font 30 mm de diamètre. En aucun cas, ça gêne les travaux de creusement ou de forage. C'est pas plus gros qu'un caillou. Voilà. Et ça passe dans les pompes à bout, etc. Ça a été éprouvé. Voilà. Donc cette technologie a fait l'objet d'un prix de l'innovation au trophée de l'innovation Solscope. Et il y a des publications actuellement en cours. Il y en a une donc, qui est dans Solscope en novembre, il y en a une dans BTP Magazine en décembre, et en janvier, dans le magazine Travaux, il y a également une publication qui détaille le produit. Voilà. Et donc, on a fait un premier chantier en France en 2019 avec Soletanche Bachy. Et donc, je vais laisser Pierre Benoît nous dire ce qu'il en pense. Donc oui, la mise en application sur un chantier du Grand Paris, sur la ligne 15, le lot T3A, sur la gare du Pont-de-Sèvres, et une mise en application d'un chantier extrêmement standard et représentatif de ce que peut être un chantier de fouille urbaine standard. Donc c'est un chantier réalisé par le groupement Horizon avec Soletanche Bachy et Bouygues Travaux Publics. On est à Boulogne-Billancourt, on est au bord de la Seine. En fait. Ok. Voilà. Donc les conditions d'intervention du chantier sont celles-ci. On a la station de métro à construire sur l'ancienne RD1, la voie sur berge qui donnait accès à la voie Pompidou à Paris. Une station Grand Paris standard de 110 mètres par 22 à construire, et au milieu des anciennes friches industrielles qui nécessitent une purge complète de la zone sur 5 mètres avant de pouvoir démarrer les grosses parois moulées de la gare. Pour réaliser ces purges, compte tenu de l'existant à l'arrière, donc l'immeuble Trident d'habitation que vous voyez juste à l'arrière et qui est classé sensible, il est prévu de construire un soutènement 3 faces, donc le rectangle qui délimite la future gare, hormis le côté Seine, est terrassé sur 5 mètres pour retirer les blocs béton, les anciens réseaux, et un très gros collecteur Cévesque qui passe au milieu de l'ancienne avenue. La problématique sur le site, c'est que les terrains sont relativement mauvais. On est dans les remblais de tête très médiocres et dans les alluvions
les alluvions modernes qui sont des alluvions limono-argileuses de très mauvaise qualité, des PL de 0,5 MPa. Et donc la paroi ne fonctionne pas en console. Et dans un premier temps, compte tenu de l'encombrement à l'arrière de la paroi, vous voyez ici là, le tracé des réseaux qui existent, et puis compte tenu du fait que l'exploitant public, le CD92, à qui appartient la voirie juste derrière, ne voulait pas laisser de câbles métalliques dans le terrain, en vue de ses prochains travaux concessionnaires, la solution tirant avait été écartée dès la conception de l'ouvrage. Et il était prévu initialement de butonner l'ouvrage sur l'estacade que vous voyez qui avait été construit pour le projet. Ça pose un certain nombre de problèmes sur le dimensionnement de l'estacade, qui doit être assez robuste pour reprendre la poussée, et puis également sur le phasage travaux de terrassement. L'idée qui est venue avec le produit développé par Freycinet, c'est de proposer une solution tirantée tout de même, mais avec un produit qui soit avalisable par le conseil départemental, en ayant juste des barres en fibre de verre qui restent dans le terrain. Alors, notre projet, c'est des tirants d'environ 12 mètres de long, fortement inclinés. Pourquoi ? Parce que vous avez la limite de l'emprise du bâtiment mitoyen dans lequel on ne peut pas pénétrer, et on était obligé de les incliner fortement pour disposer d'une longueur d'ancrage suffisante. L'avantage avec des longueurs aussi courtes, c'est qu'on échappe complètement à un manchon de connexion, nous, intermédiaire. Les barres sont livrées d'un seul tenant, avec juste le manchon de tête et le câble de précontrainte en rallonge. C'est des tirants qui ont une durée de vie d'une grosse année, donc qui rentrent dans l'ancienne catégorie P1. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un scellement de type IRS, répétitif sélectif. Alors le chantier, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qu'il y a plus de standard. Une paroi moulée de 500 mm sur une partie du linéaire, et puis une paroi au coulis armée de profilés. Alors pourquoi ce changement de design sur le linéaire de la paroi ? Tout simplement parce qu'il y a une zone où la paroi doit être détruite rapidement, donc on a privilégié un choix en paroi au coulis plus facilement démontable. On a 82 tirants à réaliser sur le linéaire, espacés tous les mètres 60, et la réservation est posée tout de suite en tête de paroi pour tenir la déformation en tête et notamment la cuvette de tassement qui se développe juste derrière au niveau des réseaux qui sont sensibles. Voilà, donc c'est un chantier qui est réalisé avec une méthodologie de forage relativement classique, à la précision près qu'on a été obligé d'utiliser une méthode vibrante pour passer les obstacles qui sont dans le terrain, donc un forage de type high drill, avec un système de tubes à couronne ouverte, de façon à pouvoir équiper le tirant à l'intérieur du tubage directement, ce qui évite les problèmes d'éboulement du tirant au moment de l'équipement. Donc forage, avec la méthode en envoyant de l'eau comme fluide de forage, une cimentation, l'équipement du tirant dans le forage, puis le détubage avec un complément de cimentation au fur et à mesure, en retirant le train de tige. Donc l'allure du tirant qu'on a mis en œuvre, c'est celui que vous voyez là allongé sur la photo, avec en haut la partie scellée, en bas la partie gainée sur la barre fibre, et puis ce qu'on ne devine pas mais qu'on voit sur l'image 3D, c'est le manchon de couplage qu'on a positionné nous un tout petit peu derrière la paroi, à la limite de la paroi, et puis ensuite la rallonge en câble qui permet la mise en précontrainte et le blocage. L'équipement, alors comme vous expliquait Cyril, c'est des tirants qui ne sont pas enroulables, donc il faut bien prendre en compte l'espace nécessaire à mettre, à cintrer le tirant puis à l'équiper. Donc là, il y a des choses à développer pour mieux équiper ces tirants dans des conditions de sécurité un petit peu meilleures et de propreté. On est habitué à utiliser des dérouleurs sur les tirants câbles. Il faut revoir un petit peu nos process pour faire des choses un petit peu meilleures, sans doute avec des goulottes inclinables pour mécaniser un petit peu ces opérations. Mais globalement, le poids relativement faible du tirant fait que ça s'équipe plutôt bien dans le forage. Par contre, un point d'attention qui nous a un petit peu surpris, notamment en faisant les tirants d'essai, c'est avec le poids qui est relativement léger de la fibre, les tirants flottent beaucoup. C'est un problème sur les tirants qui sont fortement inclinés, puisqu'ils ont tendance à mal descendre, voire à remonter. Donc obligé de les lester ou de les caler. Donc ça, c'est un point de vigilance. Donc ensuite, une injection relativement classique de type ERS à l'intérieur d'un tube à manchette avec un obturateur double. Donc on monte des passes de 50 cm et puis on multiplie les reprises pour bien créer notre bulbe de scellement dans les alluvions modernes qui présentent des QS qui sont relativement modestes. Ensuite, les essais qu'on avait menés, au préalable ensuite, et puis les essais de contrôle. Donc là, c'est relativement standard, ça ressemble en tout point à ce qu'on peut faire sur du tirant à câble.
Les mises en tension, donc on a là l'exemple des mises en tension sur la zone paroi au coulis, où là, la réservation n'est pas dans la paroi moulée, mais sur une lierne. Voilà, ça se met en tension comme un tirant standard. On en a 9 qui sont instrumentés dans le lot avec des cellules de charge tout à fait classiques. Donc ça rejoint ce qu'on peut faire très, très usuellement en chantier urbain. Un petit point de vigilance sur les allongements peut-être à la mise en tension. Donc là, vous avez une comparaison entre les allongements théoriques si on avait été sur du Toron. Donc c'est les allongements mini-maxi et les allongements mini-maxi avec la fibre de verre, donc qui sont ici et là. Donc en gros, ça s'allonge 2 fois plus. Bon, c'est pas un problème, c'est à savoir. Il ne faut pas être surpris. Pourquoi ? Parce que le module d'élasticité de la fibre de verre, c'est à peu près 50 000 MPa. L'acier, c'est 200 000, donc ça s'allonge 4 fois plus. Mais comme on a 2 fois plus de sections, on est sur du diamètre 19 par rapport à du diamètre 15, l'allongement est à peu près 2 fois... Donc c'est complètement cohérent avec ce qu'on avait prévu, puisque l'allongement théorique donc, est ici, et l'allongement réel est là. Donc on est exactement dans la fourchette. On a une courbe qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un tirant acier. Voilà. Ouais. Et sur l'allongement, donc un petit point de vigilance lorsqu'on fait le design et qu'on construit les process de construction, c'est de positionner le manchon à une distance suffisante du vérin lors de la mise en tension et de la plaque d'ancrage. La mauvaise surprise, c'est de se retrouver avec le manchon métallique qui vient au niveau de la plaque d'ancrage. C'est vécu sur les tirants d'essai, donc il faut faire attention. Toi. Hop, j'y suis. Bon, les têtes d'ancrage, c'est du très classique, hein. C'est des plaques de type 4T15 qu'on a mis en place. Donc là, vous avez un zoom sur une zone sur lierne en paroi au coulis. Vous avez quelque chose de relativement semblable sur les schémas en haut, sur les réservations en paroi moulée, avec la chaise, le bloc, la plaque, et puis ensuite une protection de type P1 avec une graisse et un capot de protection. Donc là-dessus, rien de très novateur par rapport à ce qu'on fait usuellement. Ça fonctionne avec le matériel habituel. 2 petites photos de la fouille après, donc on voit bien l'objectif et la fonction de cette paroi moulée, c'est de venir démolir là, ces structures enterrées. Donc là, vous avez un zoom sur un gros émissaire qui passait au milieu du chantier. Et donc ensuite, on reconstruit le remblai au-dessus de cette purge pour faire les parois moulées principales de la gare. Les tirants et cette paroi provisoire auront une deuxième vie, c'est lorsqu'on devra réaliser la dalle de couverture. Elle est enfouie à 5 mètres de profondeur, donc la paroi resserre une seconde fois, 1 an plus tard, ou 7 ou 8 mois plus tard, pour construire la dalle de couverture. Donc la paroi joue 2 fois son rôle de soutènement avec une opération de remblai entre les deux. Donc ce que je disais, les conclusions du REX sur ce premier chantier français, donc c'est une mise en œuvre qui est relativement similaire à ce qu'on peut faire avec du tirant à câble. Effectivement, avec les grandes longueurs, ce n'était pas notre cas, mais il y a une suggestion de raboutage sur chantier, donc il faut avoir le banc de montage qui va bien, donc c'est relativement simple, c'est 2 manchons à visser, mais il faut avoir la place pour le faire. Pour l'équipement, faut prendre les dispositions qui vont bien vis-à-vis du poids de l'armature fibre de verre qui est très proche de la densité du coulis par exemple. Les têtes d'ancrage, c'est du classique, rien qui change par rapport à ce qu'on peut faire en tirant à câble. Idem pour la mise en tension, la suggestion d'allongement dont je vous parlais. Et puis après, le suivi de l'évolution de la tension, ça fonctionne pour l'instant comme un tirant à câble. On n'a pas noté de perte de charge notable dans notre suivi. Et ça fait désormais 6 mois que les tirants sont instrumentés et suivis régulièrement, sans sujet particulier. Voilà. Merci.